connaît plus ou moins a suffi, bon. Mais des éléments à la fois qu'il faut consolider et d'autres des éléments d'actualité. Donc je vais vous exprimer ça simplement parce que je pense qu'ensuite il y aura un temps pour l'échange. Évidemment, on est disponible pour tout échange d'informations, tout partage d'informations au service de la cause sahraoui. Cela fait maintenant 7 ans que nous travaillons avec le Front Polisario, mandaté sur un principe simple, c'est que dans la problématique sahraoui, avec toute sa diversité, il y a un aspect particulier qui est l'aspect du droit européen. Et cet aspect européen est important sous 2 angles. Le premier est que l'activité européenne est indispensable comme aide pour la colonisation du territoire. S'il n'y a pas les entreprises européennes, s'il n'y a pas les banques européennes, s'il n'y a pas l'appui politique européen, il est impossible pour le Maroc de tenir à la colonisation sur le territoire et dans les eaux sahraouis, donc c'est cet impact économique. Et la deuxième chose qui nous intéressait, c'est qu'à la recherche d'outils juridiques, nous avons maintenant une possibilité effective d'agir sur le plan du droit européen par la Cour de justice de l'Union européenne. Alors, il existe évidemment un grand doute sur la valeur du droit international et son application. Je veux dire un grand doute dans l'opinion, plus un doute qui est entretenu notamment par les groupes de presse puissants qui sont aux mains de nos ennemis, nos adversaires et même de nos ennemis, vu que c'est une zone de guerre, et qui passent leur temps à dire que la justice ne marche pas, justement parce qu'ils redoutent la justice. C'est-à-dire que c'est des campagnes que l'on voit, mais malgré cela, et malgré tout beaucoup d'autres inconvénients, eh bien, nous savons qu'il peut y avoir de plus en plus des choses qui s'appellent une application constructive du droit avec de premières décisions de justice. C'est toujours compliqué, c'est toujours une bataille, on n'obtient pas ce que l'on veut, les obstacles sont nombreux, mais des choses qu'on ne pouvait pas imaginer il y a 20 ans sont maintenant à portée de main. Voilà. Et je salue la lucidité des dirigeants du Front Polisario et du président Abdelaziz qui avaient compris que, quelle que soit la situation, il était possible pour le peuple sahraoui, colonisé, africain, musulman, brimé par l'application unilatérale du droit international, brimé par les politiques coloniales de la France et de l'Espagne, qu'il y avait une possibilité d'agir sous l'angle du droit européen. Voilà, c'était le pari, et pendant toute une première période, notre projet, en tout cas qui était d'obtenir l'affirmation du droit. Et c'était discuté avec les dirigeants du Front Polisario. Il faut d'abord faire affirmer le droit, c'est-à-dire qu'on a d'autres possibilités d'action, le droit est quand même assez divers, mais dans un premier temps, il fallait qu'on puisse dire, selon l'expression, dire le droit. Et dire le droit, nous nous adressons à la Cour de justice. Donc il y a eu une série de décisions de justice que vous connaissez. Les 2 arrêts importants sont l'arrêt de décembre 2016 et celui de février 2018. Ces arrêts sont rendus par la Cour de justice de l'Union européenne, en vous précisant qu'il ne s'agit pas de la Cour européenne, mais donc de la Cour de justice de Luxembourg, qui dépend de l'Union européenne, et qu'à l'intérieur de cette cour, il y a une procédure d'appel, donc il y a un tribunal et une cour, et que dans la cour, il y a une grande chambre, et les 2 arrêts qui ont été rendus pour le peuple sahraoui sont rendus en grande chambre. Donc le lendemain de l'arrêt, ça ne change rien sur le terrain, mais en fait c'est un tremblement de terre profond qui va ébranler tout l'édifice, parce que toute juridiction européenne, tout organe européen, toute entreprise européenne va devoir comprendre que tôt ou tard, et le plus tôt et le mieux, elle doit appliquer ce qui a été jugé par la Cour, ce que la Cour a dit. La Cour a dit le droit, et ce droit s'impose à toutes les structures européennes, quelles qu'elles soient. Nous faisons demain, j'imagine, nous aurions une action aux Canaries, qui sont très bien représentées aujourd'hui,
avec une association locale ou un syndicat de pêcheurs pour une pêche ou quoi que ce soit, et on va devant le tribunal. Le tribunal dépend de la Cour de justice et il va devoir appliquer les principes de la Cour. Et donc, ces deux décisions de justice ont effectivement une très grande importance parce qu'auparavant, on pourrait dire oui, mais ça c'est ton argument, toi tu penses ceci, mais c'est du droit, c'est des affaires de... Non, non, non. Il y a l'ONU, il y a l'histoire des Sahraouis, il y a l'histoire de ce qui se passe au Havre, il y a l'histoire... mais il y a une lecture du droit européen et celle-là, elle s'impose à tous. Et sur le plan de l'outil juridique, que nous sommes là pour parler de choses concrètes et précises, l'immense intérêt de la décision de 2016, c'est qu'elle fait passer le droit international en droit européen. Et donc ensuite, ce droit européen peut être appliqué par tous. Je ne vais pas faire un cours de droit international, mais on va dire que par principe, le droit international ne concerne que les États, et ensuite les États cherchent à faire au mieux en interne, ce qui permet de signer une convention en disant voilà, moi je suis grand, je signe une convention, et puis quand on est chez soi, on fait à peu près ce que l'on veut, c'est-à-dire des fois l'inverse. Bon. Et l'arrêt de la Cour, donc j'incite vraiment à le lire, à l'étudier, arrêt du 21 décembre 2016. Maintenant, pour le chercher, il n'y a rien de plus simple. Vous prenez votre Google ou Yahoo de base et vous écrivez CJUE, Cour de justice de l'Union européenne, 2016, Front Polisario, et l'arrêt sort. Voilà. Et vous verrez le point 1 de la motivation. Le point 1 de la motivation, qui est donc la base. Et la base, ça compte dans une décision de justice comme dans une maison. Sur quoi construisez-vous? Quelles sont vos fondations? Bon, les fondations de la Cour, c'est la charte de l'ONU. Et la charte de l'ONU, c'est la coexistence, la paix par la coexistence des peuples. La coexistence des peuples est la condition de la paix. Alors je vous dis ça, vous dites oui, mais là t'es gentil, Dieu nous perd, parce que ça c'est la charte de l'ONU, c'est le Conseil de sécurité, c'est des blabla. Non, 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 c'est pas des blabla, c'est devenu du droit européen, et vu que c'est du droit européen, je peux le plaider demain au tribunal de Fécamp. C'est opposable, voilà. Et donc la technique a été d'organiser ce passage par le droit européen, du droit international. La Cour a suivi cela et c'est vrai que c'était pas mal d'émotion que de suivre ces événements parce que nous on voyait sur le plan technique le fracas des événements qui allaient suivre à partir de quelques mots qui étaient comme cela sur du papier. Donc le scepticisme qu'il peut y avoir en disant une décision de justice c'est un élément de discussion, ça ne marche pas, si, voilà, ça marche très bien. Alors c'est vrai que quand ensuite, et la Cour, par ailleurs, a posé 4 principes, donc dans notre petit jargon, dans nos habitudes de travail, on parle des 4 principes maintenant, et les 4 principes, c'est que le Maroc et le Sahara occidental sont 2 territoires distincts et séparés. Voilà, 2 territoires distincts et séparés, virgule, comme le sont par exemple la France et l'Espagne, l'Italie et la Suisse. Voilà, ce sont 2 territoires distincts et séparés. Ce ne sont pas 2 régions, ce sont 2 territoires distincts et séparés. Premier point. Deuxième point, définitivement jugé, opposable à tout le monde en Europe, le Maroc n'a pas de souveraineté sur le territoire du Sahara occidental. Oui, non, 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 non. Alors je m'appelle Chantrel, je m'appelle BNP Paribas, et pour ouvrir une agence, pour ouvrir une usine à Laayoune, j'ai une belle autorisation à l'usine Maroc. Ben, t'as pas de chance, mon petit gars, parce que tu es une entreprise européenne et l'Europe, elle t'a dit qu'il n'y a pas de souveraineté marocaine ici, donc ton autorisation ne vaut rien du tout. Voilà, tu veux t'installer à Rome et tu viens avec une autorisation madrilène, mais ça ne peut pas tenir la route, tu es dans l'illégalité. Voilà. Donc deuxième apport, absolument essentiel, pas de souveraineté. Troisième chose, élimination de cette notion puante, gluante d'administration de facto qu'on a lu ici, là et ailleurs, en disant vu qu'on ne sait pas ce que c'est, finalement c'est de l'administration de facto. Balayé en disant administration de facto, il n'y a aucun régime juridique, ça n'existe, c'est de l'occupation militaire et c'est la Convention de Genève qui s'applique. Donc, qu'est-ce qu'est le Maroc? Est-ce que le Maroc est présent sur le territoire? Oui. Le Maroc n'est pas souverain parce que le Maroc est puissance militaire occupante au sens de la 4e Convention de Genève, ce qui est en cohérence avec le fait de la présence de la MINURSO, d'un cessez-le-feu et d'une zone de guerre. Donc, vous voulez faire des affaires là-bas, attention, vous ne faites pas des affaires n'importe où, vous faites des affaires dans une zone de guerre, vous êtes en train de passer des marchés par la puissance occupante. Voilà. Donc, vous êtes
vous êtes des entreprises qui, au temps de la Deuxième Guerre mondiale, viennent faire des affaires en France en prenant des autorisations nazies. Voilà ce que c'est. Hein? Ah non, tu exagères. Je n'exagère pas. Je parle de régime juridique. C'est l'occupation militaire. Voilà. Et donc, ça, c'est tranché et ça s'impose à tout le monde, même au gouvernement français qui commence à faire des rétropédalages en douceur là-dessus, en cachette du moins. Et le quatrième point est la question des bénéfices. On peut, oui, d'accord, il y a tout ça, mais quand même, ce qu'on fait, c'est au bénéfice des populations. Voilà, ça c'est. Alors, vous allez à Bruxelles, vous entendez ça matin, midi et soir. Voilà, oui, on sait très bien, c'est compliqué, mais bon, c'est une affaire. Non, c'est pas une affaire de l'ONU, c'est une affaire pour toi, juge, et c'est au bénéfice des populations. Bénéfice des populations. Éliminer paragraphe 106 de l'arrêt de 2016 en disant la question n'est pas de savoir si l'activité profite ou non aux populations, la seule question c'est le consentement du peuple du Sahara occidental. Et lors de l'audience, nous avons une prise de bec notable à l'audience où le président de la Cour posait la question en disant mais est-ce que c'est... donc la commission est en train d'expliquer que c'est l'agriculture. Donc nous on dit sur l'agriculture exportatrice, on n'en veut pas, c'est l'agriculture nourricière pour les Sahraouis. Et puis la pêche, on peut l'utiliser, bien entendu, les phosphates utilisés, mais l'agriculture, on n'en veut pas. Et donc la commission réplique en disant mais c'est une agriculture qui est bonne parce qu'elle fait ceci, elle fait cela, interrompu par le magistrat qui dit mais vous parlez au nom du peuple palissario, vous parlez au nom de... seul le peuple peut décider de ce qui est bon pour lui. Et je fais donc le lien avec la charte de l'ONU sur les peuples. C'est-à-dire que dans cet arrêt, la substance, le sang, la conscience de cet arrêt, ce qui fait toute sa vitalité, c'est le droit international. Quand la Cour commence avec la charte de l'ONU, elle dit toute la problématique sahraoui ne peut être examinée que sous l'angle du droit international. Et ce droit international veut dire qu'il y a un peuple, c'est le consentement de ce peuple qui compte. Voilà. Alors nous avons actuellement encore le débat là-dessus, vu que qu'est-ce qui aurait dû se passer? Le droit était dit. Voilà. Il y avait peut-être un tout petit doute. Enfin, ils ont cherché à entretenir un brouillard. Et ensuite, il y a le deuxième arrêt de février 2018 qui dit la même chose, qui reprend le même principe sur la question des eaux. Vu que le premier c'était l'accord d'association, le deuxième c'est sur la question des eaux sahraouis, en disant qu'il ne peut y avoir aucune application. Bon, et la question de la pêche est évidemment essentielle, parce que je rappelle ce chiffre, je crois que tout le monde maintenant le connaît, mais quand le Maroc signe un accord de pêche avec l'Union européenne, cela dégage une certaine catégorie, un certain tonnage de poissons. Bon, il y a 92% de ce tonnage, 92% qui vient aux eaux sahraouis. C'est-à-dire que l'accord Maroc-Union européenne sur la pêche, qui ne s'applique qu'au Maroc, est fait pour 8% de la pêche actuelle. Voilà. Donc l'enjeu, évidemment, de cet arrêt de 2018 était tout à fait central. Une fois que tout ça est dit, finalement, passer ceci, les cela, je dirais la propagande de base, ils se rendent compte qu'on ne peut plus faire comme s'il n'y avait rien du tout. Et donc la commission, même maintenant, nous avons encore d'autres procédures en cours, écrit maintenant en disant les accords ne s'appliquent pas. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, je veux dire, nous ne pouvons pas souffler, parce que la bataille, on est en plein dedans, mais nous pouvons apprécier le progrès qui a été fait dans une étape qui est que tous les acteurs européens, tous les acteurs, les propagandistes, c'est autre chose, mais tous les acteurs européens, c'est-à-dire le Conseil et la Commission, et les États influents sont capables de dire, sont obligés de dire, et finalement disent maintenant, un accord signé avec l'Union européenne et le Maroc ne s'applique pas sur le territoire du Sahara occidental, parce que c'est un territoire distinct et séparé qui relève d'une autre souveraineté. Ça, c'est acquis pour tout le monde. La logique aurait dû être quoi? C'est de dire, vu que la Cour nous dit qu'il faut chercher le consentement du peuple du Sahara occidental, que la Cour vise la résolution 34-37 de l'Assemblée générale, qui reconnaît le Front Polisario comme seul représentant, que nous avons fait toutes les procédures au nom du Front Polisario et qu'il n'y a jamais eu un groupe pour dire mais de quoi s'occupe ce groupe-là, c'est simplement des activistes, etc. Il n'y en a pas eu un seul, ce prétendant sahraoui, marocain ou je ne sais quoi, en disant mais vous n'êtes pas... Personne, tout le monde a laissé agir, donc on est complètement consacré de tous côtés. Et bien, il y a des entreprises, vous êtes favorable au développement du territoire, passez l'accord. Et dans les deux fois,
dans les 8 jours qui ont suivi la décision de justice, nous prenons contact avec le Conseil et la Commission en disant vous avez lu la décision de justice, la démarche des Sahraouis depuis 40 ans, c'est l'application du droit international, on est disponible demain pour ouvrir une négociation, donner la sécurité juridique aux entreprises, mais seul notre consentement peut être pris en compte, donc c'est une négociation à la recherche du consentement. Réponse, aucune. Voilà. C'est-à-dire qu'au bout de 8 jours, on a compris que sanctionner en justice, ces voyous continuent en disant de toute façon je suis le plus fort et je te foutrai une nouvelle raclée. Voilà. Sauf que la raclée, c'est eux qui la prendront, ils la prendront nette et propre en justice. Donc comment est-ce qu'ils font? Ils sont, et nous en sommes là maintenant, ils disent ok, j'ai ici le Maroc, là j'ai le Sahara occidental, j'ai signé avec le Maroc, ça ne peut pas jouer sur le Sahara occidental. Donc je vais prévoir un phénomène juridique d'extension. Donc on n'a jamais vu nulle part, hein. Je veux dire qu'on a fouillé de partout, on a cherché de partout un processus, je signe un accord avec l'Italie et je trouve un processus d'extension pour que cet accord que j'ai signé avec le Premier ministre italien, le lendemain je puisse l'appliquer en Espagne sans avoir rien demandé au Premier ministre espagnol. On a cherché absolument de partout, on n'a pas trouvé, ça vient juste de la tête de Moscovici et de son équipe de malfaiteurs. Voilà. Bon. Et donc ils inventent un système, et donc le débat actuellement il est sur le processus d'extension. J'avais vu aucun précédent, aucun régime juridique. Vous connaissez, vous n'êtes pas forcément juriste, hein, on n'est pas obligé, mais en gros vous savez que quand vous donnez une opinion juridique, elle ne vaut absolument rien, ce que vous n'êtes pas en mesure de dire par application de la loi. Bon, donc quand il y avait administration de facto, on leur disait, donnez-moi un article d'une convention internationale, une décision de justice qui reconnaisse l'administration de facto. Il n'y en avait pas. Maintenant, vous me dites processus d'extension sur un autre territoire qui ne vous appartient pas, il n'y a pas de régime juridique. Donc c'est déjà, voilà. Ensuite, ils reprennent la question ils transforment le bénéfice des populations et ils en font le critère. Voilà. Donc la Cour a dit c'est pas le bénéfice des populations, c'est le consentement du peuple, et ils essayent de remplacer consentement du peuple sahraoui par bénéfice des populations. Bon, mais les bénéfices des populations, ils sont alors l'arrêt de la Cour, paragraphe 106, dit exactement l'inverse. Alors, vous voyez l'abus qu'il y a. Bon, mais ils disent malgré tout, on peut chercher le bénéfice des populations. Nous avons déposé plainte, j'en dirai quelque chose, on s'est résolu à le faire. On avait beaucoup différé ces plaintes, parce que le soi-disant bénéfice des populations qu'ils recherchent, c'est le fruit du crime. Les choses doivent être appelées par leur nom. Là, c'est une colonisation. Selon le droit français, la colonisation est un crime. Donc, quand vous me montrez un équipement qui est à Darla, sous autorisation marocaine, financé par une entreprise européenne, c'est le fruit d'un crime. Et donc, ils se fondent sur le fruit des crimes pour dire « Ah ouais, c'est quand même joli ». C'est-à-dire qu'en fait, je vais vous donner une image qui est tout à fait claire. Vous avez un bon copain qui est un trafiquant de drogue, et avec sa drogue, il s'est acheté une belle maison, nickel. Il a mis une bibliothèque à l'intérieur. Il y a tous les meilleurs livres de la littérature, parce que c'est un passionné de ça. Et il y a des tableaux. Donc, vous dites « Mais vraiment, c'est une maison... » C'est une maison, ça sent la culture, mais tout est pourri, parce que l'argent vient du crime. Voilà. Donc en fait, tu es en train de me parler du fruit du crime. Donc nous avons, c'est pour cela que nous avons déposé ces plaintes ces jours-ci. Et hélas, malgré tous ces événements, la France et l'Espagne manipulent à tous azimuts pour obtenir un vote du Parlement. Vu que pour que l'accord soit étendu, il faut, pour que ce processus soit accepté, il faut le vote du Parlement. Alors, au niveau du Parlement, on trouve plusieurs choses. On trouve des parlementaires qui ignoraient même que la cause sahraoui existait. Je pense que maintenant, en Europe, tout le monde connaît la cause sahraoui. Voilà. Ensuite, on en voit un bon nombre qui sont complètement pro-marocains, figés, malades. Bon, on en voit quelques-uns. Ils partent des réunions, alors ils président la réunion, voilà, etc. Ouais, c'est intéressant, on fait tout ça, oui, c'est bien. Puis on les voit, ils partent dans la voiture avec la plaque marocaine, c'est-à-dire que c'est des lobbyistes qui viennent les chercher juste à la sortie de la réunion pour aller leur donner l'enveloppe. Ça, c'était il y a une semaine, hein, je veux dire, voilà. Donc ceux-là, on les voit, on n'en tient pas compte. Ensuite, vous avez toute une part de parlementaires qui se disent le Maroc c'est embêtant, ça va peut-être lui faire du mal, ils sont sympathiques, on a des intérêts là-bas, mais en bout de course on n'en sort pas.
parce qu'il y a des décisions de justice. Comment est-ce qu'on peut faire pour nous, parlementaires, ne pas appliquer la décision de justice? Et on les voit, ils ne sont pas bien à l'aise, mais ils sont un petit peu limites. De notre point de vue, de tout ce qu'on a pu voir, l'équilibre politique, il est en train de bouger dans l'Assemblée. Il peut encore bouger parce que le service juridique, le Parlement a un service juridique, le Parlement européen. Le service juridique a publié son document il y a une semaine. Il est rendu disponible sur le site d'Eric, de Western Sahara Resources Watch. Vous le retrouvez. Et le service juridique, il dit des belles bêtises sur le statut du Front Polisario, vu que ça c'est vraiment la question claire, il ne joue que là-dessus. Bon. Mais pour le reste, il dit que le procédé ne correspond pas aux attentes de la Cour. Voilà. Donc ils ont même maintenant le service juridique qui leur dit ce que vous faites n'est pas bon. Et je conclus là-dessus pour vous dire que nous sommes sur un schéma de passage en force. Il va y avoir une pression tout à fait claire de l'Espagne et de la France pour dire aux parlementaires si tu ne votes pas dans ce sens, tu n'es pas remandaté, réinvesti, puis que voilà, ou alors autrement, tu n'auras pas le petit financement qui te permettra de vivre ensuite. Enfin, il y a des tracas de ce type-là. Et puis, tu n'as qu'à voter pour. C'est les suivants qui s'en occuperont. Voilà. Donc, on s'attend tout à fait à ce que cet inénarrable processus d'extension à un territoire, et encore qu'à la partie occupée du territoire, parce que la partie libérée, ils ne savent même pas que ça existe, enfin, bon, à ce que ce processus invraisemblable soit validé, et donc nous aurons une nouvelle procédure sur laquelle nous sommes déjà prêts, devant le tribunal de l'Union européenne. Devant le tribunal, la bataille va se faire sur le plan est-ce que l'arrêt de la Cour a été appliqué correctement, et deuxièmement, est-ce que le Front Polisario est le seul à pouvoir agir, parce que nous avons de nombreux arguments pour le démontrer. Donc c'est la bataille que nous allons faire. Alors, juste pour dire deux choses. La première, c'est qu'il y a eu hier ce dépôt de plainte. Donc c'est une plainte devant le procureur de la République de Paris pour le crime de colonisation. Le crime de colonisation est prévu par le Code pénal en France. Il s'analyse comme le fait de participer au transfert de population de la puissance occupante dans le territoire qu'elle occupe. Donc quand vous avez BNP Paribas, par sa filiale qui contrôle à 68%, qui ouvre une agence qui finance l'activité là-bas, elle finance le transfert de population marocaine, le transfert d'activité marocaine sur le territoire. Donc cette participation directe est la qualification du crime de colonisation qui est un crime de guerre. Voilà. Donc ça vise BNP Paribas qui contrôle la BMCI là-bas, la Société Générale, ça vise le Crédit Agricole dont la filiale s'appelle Crédit du Maroc, ça vise AXA qui est le gros assureur et qui ouvre en toute impunité des agences à Darla, à Lyon. Et vous regardez sur le site, il y a la grande carte, sur le rapport officiel de AXA, il y a la grande carte du Maroc qu'on ne trouve même pas sur le site du ministère des Affaires étrangères. Nous avons également visé Transavia. Transavia avait annoncé son vol à Darla, nous avions réagi, elle a suspendu, elle le reprend, donc il y a une plainte pour Transavia qui n'a aucun droit à ce que ces avions se posent, et ça tout le monde doit le comprendre, c'est pour ça que l'exemple de Transavia était très utile. Vous voulez vous poser pour une valise, un avion ou quoi que ce soit au Sahara occidental, vous devez demander l'autorisation au Front Polisario. Le message doit être clair, et on attaque également l'UCPA, qui est cette grosse bonasse d'associations qui réunit tout le petit monde de la Caisse des dépôts, les collectivités locales, les ceci, les cela, donc très bonne association, sauf qu'elle organise des stages de kitesurf à Darla, qui est présenté comme ville marocaine, et donc on a le local de l'UCPA avec le drapeau marocain, donc ça aussi c'est des choses que tout le monde peut connaître. Donc ces procédures vont se poursuivre. Ensuite, j'évoque un point, et c'est pour clore que l'on a déjà débattu, c'est que toutes ces questions juridiques sont complexes. Nous avons une bataille qui se joue mot par mot devant le Conseil, devant les tribunaux. Nous voyons des différences entre ce que dit maintenant le Conseil, la Commission, ce que dit le service juridique, ce que dit le service politique. Donc ici, il y a un côté mécanique de précision, mais en revanche, nous voyons l'immense besoin qu'il y a à ce que cette matière juridique soit utilisée sur le plan politique. Voilà, donc devant une salle qui est toute acquise à la cause et qui cherche à construire, à bien faire, je lance vraiment un appel à se saisir de l'argument juridique sur le plan de la conviction politique auprès des parlementaires, auprès d'élus, auprès de la presse, auprès de réseaux, auprès d'autres associations de solidarité. Nous travaillons
pas si mal que ça, mais strictement sur le plan juridique, et il manque un petit, enfin, il y a un échelon qui existe, la preuve, on est là. Mais on peut l'amplifier, et je suis, en tout cas, je ne suis pas le seul, entièrement disponible pour aider à ce passage d'information et à ce qu'il y ait une plus grande utilisation dans la conviction, dans le travail politique de ces argumentaires, et notamment à pouvoir suivre cette phase qui, je l'espère, sur ce plan-là, sur cette phase-là, il y en aura d'autres, ce sera un peu la bataille finale. S'il n'y a plus le procédé d'extension, à ce moment-là, beaucoup de choses vont s'écrouler. Voilà, c'est pour ça aussi qu'on attaque les entreprises, vu qu'on était au pied du mur sur ce plan, si j'ose dire, vu que finalement la Commission nous disait vous avez gagné l'arène, mais vous n'y croyez pas trop, parce qu'on est aux entreprises, elles y sont encore. Et bien voilà, donc on lance un appel aux entreprises, vous voulez faire des affaires, retirez-vous du Sahara occidental. Vous voulez faire des affaires, passez des accords avec le Front Polisario ou partez. Voilà. Et j'espère qu'il pourra donc y avoir des communications de haut niveau qui vont se faire sur ce terrain par notre belle coopération. Voilà, je vous remercie. Bravo.